Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. J'ai beaucoup lu ces derniers temps, principalement des BD et des mangas pour essayer de rattraper mon retard dans les challenges dans lesquels je me suis lancée. Et surtout, j'ai lu les 2 derniers finalistes du PLIB qui me restaient à lire et là je suis trop contente d'avoir réussi à le faire. Vive moi. Voilà, donc justement je vais commencer par ces deux-là et puis on va démarrer sans plus tarder. Je vais commencer par vous parler de Rouille de Florian Soulas aux éditions Scrineo, qui est donc un des finalistes du PLIB 2019. Pour vous parler un petit peu de quoi ça s'agit dans un premier temps, on va suivre Violante, qui est une prostituée dans un Paris steampunk de la fin du 19e siècle. Elle a perdu la mémoire, ça fait un moment qu'elle travaille en tant que prostituée et elle se souvient pas du tout de son passé. Elle a été repêchée dans la rue alors qu'elle était en train d'être agressée et elle était blessée et elle s'est retrouvée dans une maison close. Et il se trouve que c'est la vedette, la mascotte un petit peu de cette maison close puisqu'elle a un physique assez juvénile, on va dire, qui fait que les clients de cette maison close ont toujours un petit doute sur est-ce qu'elle est majeure ou pas. Donc ça, apparemment, ça les excite un peu plus. Bref. Parallèlement à ça, donc on va avoir d'un côté le mystère du passé de Violante. On va essayer de comprendre pourquoi elle a perdu la mémoire, qu'est-ce qui s'est passé, quel est son passé, qui elle est réellement. Et à côté de ça, on va avoir des disparitions de prostituées, d'enfants perdus, d'orphelins. Et on va retrouver des cadavres atrocement mutilés. Et il y a une des amies j'allais dire Violette. Au début de ma lecture, j'ai pas arrêté de lire Violette alors que c'est Violante. Et donc une de ses amies, qui est également une prostituée mais qui ne travaille pas au même endroit qu'elle, va disparaître et elle va commencer à mener l'enquête. Je m'attendais à quelque chose de sombre et un peu bizarre, puisque le milieu de la prostitution c'est pas drôle, hein. Enfin, on va pas se le cacher, hein. Et en fait cette histoire est vraiment très sordide, ce qui est logique et du coup c'est un bon point pour ce roman parce que l'autrice, je trouve, a réussi à bien retranscrire l'ambiance très glauque de ce Paris sombre, parce qu'on a quand même une sacrée différence entre les gens de la haute société qui vivent sous un dôme qui est protégé en fait, et les gens des bas-fonds, donc les prostituées, les enfants perdus, orphelins, ceux qui travaillent dur et qui sont dans la misère. C'est un contraste assez saisissant. Et le contraste a été d'autant plus saisissant pour moi que j'ai lu cette histoire peu après avoir lu Lady Helen d'Alison Goodman, qui se déroule à la même période, dans un univers pas du tout steampunk, mais à Londres, alors que là ça se déroule à Paris, et on a le côté de Lady Helen qui se déroule dans la haute société et le côté de Rouille qui se déroule dans les bas-fonds. C'était vraiment un très fort contraste et j'ai beaucoup aimé cette histoire rien que pour ça déjà dans un premier temps. Le seul truc qui m'a un petit peu... Enfin, il y a plusieurs trucs qui m'a dérangé, mais par rapport à ce côté sombre et sordide, c'est que je trouve que les personnages ont parfois des comportements qui collent pas du tout à leur rang, à leur rôle. Violante n'hésite pas à plusieurs reprises à carrément frapper et parler, voilà, elle n'a pas sa langue dans sa poche, avec les personnes dont elle dépend, de qui elle reçoit les ordres, et j'ai trouvé ça un peu louche. Enfin, je veux dire, on est dans un univers hyper sombre, à n'importe quel moment elle peut y passer, je veux dire, et pourtant ça la gêne pas de les envoyer balader. Enfin, c'était pas très logique pour moi. Et il y avait le côté un petit peu, ouais, c'est un proxénète, mais bon, il est gentil quand même, voilà, il a que de bonnes intentions. Ça m'a un peu dérangée. J'aurais préféré que, tant qu'à aller dans le côté sombre, autant y aller jusqu'au bout, quoi, vraiment à fond. Mais bon, l'histoire était quand même sympa, donc je peux excuser cet aspect qui m'a un peu gênée. J'ai trouvé l'histoire relativement prévisible. Voilà, il y a peut-être 1 ou 2 détails qui m'avaient échappé, notamment l'identité précise du vilain. J'avais compris en quoi il était lié à Violante, mais j'avais pas saisi précisément le lien qui était le leur, mais bon. En gros, c'était, voilà, ça me paraissait évident quasiment dès le début. Le gros reproche que je ferais à ce roman, c'est que le côté conquête de la lune n'est pas assez exploité à mon goût. J'aurais aimé qu'on en apprenne un peu plus. Comment ça a commencé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on envisage pour l'avenir, qu'est-ce qui se passe exactement là-bas.
On n'a pas assez de détails, je trouve. Au-delà des incohérences de comportement de certains personnages par rapport à leur rang, j'ai trouvé qu'il y avait aussi quelques incohérences dans le scénario, et notamment à un moment où la Maquerelle, qui gère l'établissement dans lequel travaille Violante, a la possibilité de se faire énormément d'argent grâce à elle, et elle refuse cette possibilité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans la plupart des établissements de ce genre à l'époque, peut-être que c'est encore le cas maintenant, j'en sais rien, mais en tout cas à l'époque, les filles qui étaient recueillies parce qu'elles étaient dans la misère la plus totale en gros, et un peu comme les geishas, on leur offrait une certaine éducation, oui ou non, mais en tout cas elles étaient logées, nourries, blanchies, voilà. Et le montant de ce qu'elles coûtaient avait valeur de dette qu'elle devait rembourser en travaillant. Et cette chose qu'on propose à Violante de faire pourrait lui permettre de racheter sa dette, mais complètement en fait, et même au-delà, elle pourrait gagner de l'argent. Et la mère Maquerelle, non, elle refuse. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle préfère que Violante reste chez elle et continue à se faire du fric grâce à elle, ou pas? Moi, ça m'a paru un petit peu aberrant comme réaction, mais bon, pourquoi pas. Le rythme du roman est vraiment soutenu, les péripéties s'enchaînent, il n'y a pas un seul temps mort. Je regrette un petit peu qu'on n'ait pas un équilibre un peu plus équilibré entre la quête du passé de Violante et la quête de l'assassin en fait, qui est-ce qui massacre ces gens et pour quelles raisons. Je me suis pas forcément attachée au personnage parce que je vous l'ai dit, voilà, c'est quand même un univers super sombre, alors je vois pas comment je pourrais m'attacher à un proxénète. Même si l'autrice fait en sorte qu'il soit rendu un peu sympathique, voilà, pour moi c'était juste pas possible. Par contre, il y a les enfants perdus, alors je les appelle comme ça, mais je me souviens plus du tout si c'est comme ça qu'ils sont appelés dans l'histoire. Donc les orphelins, les enfants des rues, quoi, qui sont tellement attachants, et il se passe des trucs vraiment monstrueux dans ce roman, hein, je vous le dis. Il y a des scènes qui sont vraiment dures, je m'y attendais pas d'ailleurs, mais bon, c'est passé quand même, mais voilà. Et par contre, cette lecture a vraiment confirmé mon intérêt pour la littérature steampunk. Comme je vous le disais à plusieurs reprises, j'ai lu très peu de livres dans ce genre, mais visuellement, c'est un univers qui me parle. Et là, franchement, j'ai confirmé cette agréable impression, on va dire. Du coup, voilà, j'ai très très hâte de me plonger dans d'autres lectures du même genre. Et surtout, je pense que je vais continuer à suivre Floriane Soulas parce qu'elle a une plume vraiment simple, fluide, ça se lit tout seul, même si l'univers est sombre. Et voilà, du coup j'ai hâte aussi de découvrir son nouveau roman qui s'appelle Les Noces de la Renarde, je crois. Voilà, donc c'était une très bonne lecture. Je ne voterai pas pour ce titre pour le PLIB 2019, il y a trop de choses qui étaient en demi-teinte à mon goût, mais c'était quand même une bonne lecture. Et le dernier titre que je devais lire pour le PLIB 2019, c'est La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir dans la collection Neko. Alors, j'ai malheureusement pas aimé ce titre, c'est beaucoup trop surréaliste pour moi. En fait, autant j'adore Alice au Pays des Merveilles, autant là, l'univers est dans le même genre, on va dire, mais étant donné que ça se passe quand même dans un monde qui pourrait être le nôtre, j'ai trouvé que c'était un trop gros décalage en fait entre le côté complètement surréaliste et le côté réaliste du monde qui pourrait être le nôtre. Le point positif de cet aspect, c'est que du coup j'étais tellement à côté de la plaque à certains moments, il y avait tellement des trucs qui étaient délirants que il y a pas mal de choses que j'ai pas vu venir. Donc, point positif quand même, mais malheureusement je pense que c'est le seul point positif, à part un personnage, Akiko, et encore, quand je vous dis que c'est un point positif, oui, parce que c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais je serais incapable de vous dire comment l'histoire se termine pour ce personnage. L'épilogue m'a marqué. Je me souviens de qui, quand, comment et pourquoi l'histoire se termine, mais tout ce qu'il y a au milieu, en fait, je serais incapable de vous raconter exactement de quoi ça parle. Je vais quand même essayer. On est au Japon contemporain, donc de nos jours, et on est au lycée avec 4 personnes, on va dire qu'on va suivre 4 ados. On va suivre donc le personnage principal s'appelle Julian. Julian était très très amoureux de la petite sœur de son ami Suichiro. Oui, c'est ça son prénom.
et cette petite sœur est décédée, visiblement d'une maladie. Le problème, c'est que Julian ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé le jour de la mort de cette petite sœur et les jours précédant sa mort. Il y a des choses qui vont commencer à être un peu bizarres et il va se poser la question de mais en fait, pourquoi je me souviens pas et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et en gros, l'histoire, ça va être ça, ça va être de savoir, bah voilà, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé avec cette petite sœur, comment elle est décédée, pourquoi, etc. On va parler ici de malédiction familiale. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que ce serait vous spoiler, il se passe tellement de choses dans ce bouquin que voilà. J'ai bien aimé le concept, j'ai trouvé que l'aspect malédiction familiale, ça faisait très film d'horreur limite. C'est très visuel en fait, et voilà, ce côté-là était assez sympa. Par contre, je trouve que le côté Japon est un petit peu survendu. C'est la collection Neko des éditions du Chat Noir, donc une collection qui privilégie des textes à consonance ou qui se déroulent en Asie. Mais j'ai trouvé que là, ben, on n'avait pas vraiment ce côté japonais en fait. Il y a certains moments où il y a une succession de termes japonais, mais au-delà de ça, j'avais pas vraiment l'impression de me trouver au Japon en fait. Ça aurait pu se passer aux États-Unis ou même en France à la limite, ça aurait pas fait une grosse différence. Sauf quand on est dans des passages du passé, il y a une histoire de journal intime qui est racontée par une ancêtre de Suichiro et de sa petite sœur. Et à la limite, ces passages-là, on ressentait un peu plus le côté Japon. Mais sinon, dans le côté contemporain, pas trop. Et c'est dommage parce que je pense que c'est quand même sur cet aspect que repose une grosse partie de la promo et de la hype de ce roman. Et voilà, du coup j'ai été un peu déçue par ça. L'ambiance est hyper malsaine à certains moments. Il y a des scènes qui sont vraiment très très dures et je m'y attendais pas du tout. Mais c'est... Waouh, faut avoir le cœur bien accroché. Hein. Je vais faire un trigger warning du coup parce que c'est quand même important. On parle de torture, on parle de viol, on parle d'inceste, on parle de meurtre. Voilà, c'est... On dirait pas comme ça parce que la couverture est toute jolie, toute rose, toute bleue, voilà, mais en fait, ouais, c'est difficile. Le passage que j'ai préféré dans ce roman, c'est l'épilogue. C'est con, franchement c'est con parce que bah, le bouquin fait 200 et quelques pages je pense. Ouais, presque 300 pages, avec les remerciements et l'épilogue et tout ça. Et il y a que ces 2 pages, 3 pages, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 2, 1 page et demie. 1 page et demie d'épilogue que j'ai vraiment apprécié parce que pour moi c'était inattendu. Je pensais pas que l'histoire se terminerait, continuerait comme ça. C'est une fin ouverte. Vous savez à quel point j'aime les fins ouvertes. Mais ça m'a pas tellement dérangée parce que l'histoire, l'intrigue est quand même close. Et surtout, on va vers un futur qui me paraît, si ce n'est logique, au moins intéressant. Et voilà, même s'il n'y aura pas de suite parce que c'est un one-shot, me semble-t-il. Hein, ça laisse une porte ouverte et voilà, ça fait froid dans le dos. Bon, d'après mon avis, je pense que vous aurez compris que ce n'est pas non plus pour ce titre que je vais voter pour le PLIB, voilà, tout simplement. Mais, je sais pas, je peux même pas vous recommander cette lecture parce que je l'ai vraiment pas appréciée en fait. J'avais tout le temps du mal à me replonger dedans, même s'il est relativement court. Voilà, donc... Si ça vous intrigue quand même le côté malédiction familiale qui fait flipper et si le côté surréaliste, ça vous botte et ça vous dérange pas du tout, testez. Allez-y, de toute façon, comme d'habitude, mon avis n'engage que moi, donc peut-être que moi je l'ai pas aimé, mais que vous allez l'adorer. C'était le dernier finaliste du PLIB que j'ai lu. Yes, je suis trop contente d'avoir réussi. Je vais pas revenir sur les 5 titres, mais je vais pouvoir vous dire maintenant pour quel titre je vais voter. Mon vote ira à Terre de brume de Cindy Van Wilder parce que c'est le seul roman que j'ai adoré. C'est pas vrai. Il y a aussi Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi que j'ai aussi adoré. Mais Terre de brume, à la fin, j'étais là, mais je veux la suite tout de suite. Je veux la suite tout de suite. Voilà. Donc Vincent Tassi, c'était un one shot, donc c'était plus compliqué de dire ça, mais voilà. J'ai cette sensation de j'en ai pas eu assez, j'en veux encore. Voilà, que j'ai
pas eu avec Vincent Tassi, même si ça m'a quand même donné envie de lire d'autres livres de cet auteur. Donc c'était un petit peu kiff-kiff, on va dire, dans la balance, mais Terre de brume l'a quand même emporté. Ensuite, j'ai lu et enfin terminé Marie-Antoinette, carnet secret d'une reine de Benjamin Lacombe avec une préface de Cécile Berly aux éditions Soleil, collection Métamorphose. Cette lecture entre dans mes buses pour le mois de juillet. C'était mon épreuve de transfiguration pour laquelle je devais lire un livre avec une couverture rouge ou bien une tranche colorée. Et là, vous voyez que la tranche des pages est dorée. Voilà, donc ça colle. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre. Les illustrations de Benjamin Lacombe sont magnifiques. Je vous les ai déjà montrées à plusieurs reprises, donc je ne vais pas forcément vous en montrer beaucoup, peut-être une. Voilà, j'ai appris quelque chose, quelques trucs, quelque chose, pluriel, sur la vie de Marie-Antoinette. La fin est bouleversante, l'aspect on demande de l'aide mais personne ne répond, ne prend même pas la peine de répondre en fait, on ne sait même pas si les lettres dans lesquelles on demande de l'aide arrivent à destination. C'est assez, comment dire, ouais, bouleversant et touchant comme histoire. Alors au début, c'est sûr, on a envie de lui mettre des baffes, hein, parce que voilà, elle est tellement dépensière et tout pour le paraître que voilà, on est un peu du côté de sa mère au départ en disant attends, c'est pas comme ça que tu vas te faire aimer de ton peuple. Enfin, si tu dépenses les sous de l'État, forcément tu vas t'en prendre plein la gueule à la fin. Donc on comprend pourquoi le peuple s'est révolté, même si on ne serait jamais allé à une telle extrémité, enfin en tout cas pas de nos jours, ça c'est clair. J'espère, même si dans certains pays, à mon avis, et pas que à mon avis, j'en suis certaine, ça existe encore. C'est triste, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, les dessins sont sublimes, je vous le conseille de tout cœur. Toujours pour compléter mes buses, et c'est le dernier livre qui me restait à lire, du coup mes buses, je les ai terminées. Bon, j'avoue que celui-ci, je l'ai fini début août, alors que j'étais censée finir mes buses en juillet, mais bon, c'est pas grave, on dira pas, hein. J'ai lu Ronce blanche et rose rouge de Laetitia Arnoux aux éditions Magic Mirror dans la collection Forgotten. Cette lecture me permet de compléter mon épreuve de runes anciennes dans laquelle je devais lire une réécriture. Donc là, c'est une réécriture du conte Blanche-Neige et Rose Rouge, je crois, oui, c'est ça, des frères Grimm. C'est un livre que j'ai reçu dans la 1001 livre box de décembre 2016. Oups. Oui, non, 2017. Non, pas 2016, 2017, je suis bête. Oui, 2017. 2016 quand même. Voilà, et ça me permet aussi de compléter une sous-catégorie du challenge du Sweet Summer Challenge, je vais y arriver, du Sweet Summer Challenge de Noct, qui est la sous-catégorie au détour d'un conte de fées dans le menu 3, un été envoûtant, pour lequel il fallait aussi lire une réécriture de contes spécifiquement. Donc voilà, ça colle aussi pour cette sous-catégorie, donc je fais d'une pierre deux coups et c'est plutôt cool. Mon avis sur cette lecture risque d'être un petit peu décousu parce que je n'ai pas encore rédigé mon article sur le blog, donc je vous invite vraiment à aller y jeter un coup d'œil une fois que ce sera fait parce que ce sera sûrement beaucoup plus clair. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture? Je l'ai adorée, voilà, tout simplement, je l'ai vraiment trouvée géniale. Je ne connaissais pas le conte de base, du coup j'ai pu le découvrir parce qu'à la fin, l'autrice le met à disposition. Voilà. Comme ça, on a aussi la version originale. Je trouve que ce que l'autrice a réussi à faire, et c'est ça qui m'a le plus plu en fait, c'est le texte, l'histoire en elle-même, je l'ai beaucoup aimée, mais je me suis rendu compte à quel point je l'ai aimée après avoir lu la version originale du conte, parce que je me suis rendu compte de tout le travail qu'avait fait l'autrice en se basant uniquement sur ces quelques pages. Il y a vraiment, je sais pas, 5-6 pages de conte, et peut-être moins que ça, et franchement c'est juste génial quoi. Elle a réussi à pêcher des éléments, pardon je bafouille beaucoup, pêcher des éléments dans ce conte de base et à en faire quelque chose de vraiment génial et contemporain, enfin plus ou moins on va dire, mais en tout cas qui parle à un public contemporain, et j'ai trouvé ça vraiment top. Franchement c'était chouette, c'est gothique, romantique, féerique, voilà, c'est quand même, on a quand même l'aspect conte de fées, la façon dont c'est raconté, voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Pour vous dire un petit peu de quoi ça parle, parce que quand même, hein, c'est un minimum, on va rencontrer une famille de 4 personnes, donc on a le papa, la maman et les 2 sœurs, donc Blanche et Rose. Blanche c'est une jeune fille, donc c'est l'aînée, et elle est un petit peu
on va dire c'est la sœur sérieuse, voilà, sans être rabat-joie, elle est sérieuse. Et Rose, c'est la cadette, donc très pleine de vie, toujours dynamique. Leur papa est un illusionniste et d'après ce que j'ai compris, ils vivent dans une époque qui est contemporaine à la nôtre puisque ils ont quand même la télévision à la maison. Donc on n'est pas dans la campagne moyenâgeuse dans laquelle se déroulent en général les contes de fées. Un beau jour, donc Rose croit fermement à la magie, hein, c'est la plus jeune, son père lui fait des tours de magie, elle adore ça. Et par contre Blanche, elle n'est pas dupe, on va dire, elle sait bien que la magie, ben voilà, c'est juste une histoire de tour de passe-passe, c'est pas vraiment de la vraie magie. Mais Rose, elle croit à la vraie magie. Un beau jour, leur monde va basculer, il va y avoir un tremblement de terre et une coulée de boue qui va raser leur village. Elles vont perdre leur papa et leur maman. Et elles vont être recueillies par une vieille femme qui va les prendre sous son aile et s'occuper d'elles pendant une dizaine d'années, je crois. Et elles vont vite se rendre compte, enfin vite, non pas vite, puisque c'est quand même au bout d'une dizaine d'années, qu'il y a un truc bizarre. Et voilà, elles vont finalement se rendre compte que la vieille femme qui les a recueillies leur veut pas forcément que du bien. Et voilà, je vais pas aller plus loin, je vous laisserai découvrir cette histoire qui était vraiment, vraiment super sympa. Il y a beaucoup de reflets, je suis désolée, j'ai la fenêtre là-bas qui fait beaucoup de reflets. Ouh. Voilà, je vais le tenir comme ça peut-être, j'ai bientôt fini de toute façon. C'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé les personnages. Il y a certaines choses que j'aurais voulu qui se déroulent autrement, oui et non. Disons que je trouve que Rose est vraiment très naïve et que Blanche est elle au contraire un peu trop pas assez ouverte à la magie, on va dire tout simplement. Enfin, il se passe des choses sous ses yeux qui font qu'elle aurait dû ouvrir justement les yeux un petit peu plus tôt, je pense. Mais bon, c'est comme ça, et puis l'histoire n'aurait pas terminé de la façon dont elle s'est terminée si les personnages avaient réagi autrement ou réagi plus tôt. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Il y a tout un aspect avec la musique aussi qui est importante dans l'histoire. Voilà, c'était vraiment beau et je vous conseille de tout cœur. Il me reste 5 titres à vous présenter et en fait c'est que des titres que j'ai empruntés à la médiathèque hier et que j'ai lus hier. 5 titres en une journée, vous allez vous dire quoi? Mais en fait c'est des BD, des mangas, donc voilà, ça va aller relativement vite aussi pour vous les présenter. Je vais juste vous montrer mon ticket de prêt. Voilà. J'ai emprunté tout ça à la médiathèque hier, hein. Donc il y a 37 BD manga. Ouais, j'ai un peu craqué mon slip, mais il faut dire que les médiathèques de Strasbourg font du prêt illimité pendant tout l'été. Et en plus, les prêts sont illimités jusqu'à pendant 2 mois, je crois. Donc c'est plutôt cool, ça laisse bien le temps de tous les lire. Et j'ai pris que des BD et des mangas. Il n'y a pas de romans, donc normalement ça devrait se lire assez vite. Pourquoi je suis allée à la médiathèque? Déjà parce que j'y vais quasiment jamais, et pourtant j'adore ça, je suis bibliothécaire quand même, donc voilà. Et pourquoi j'y suis allée maintenant? Justement pour profiter du prêt illimité, parce que la médiathèque dans laquelle j'aime bien aller, c'est la plus grosse du réseau, et c'est toujours un peu compliqué pour se garer, et ça demande du temps en fait. Une fois que vous êtes sur place, il y a tellement de choses à voir qu'il faut avoir un peu de temps. J'y suis allée, j'ai pris ma quarantaine de bouquins et je suis rentrée et je me suis rendu compte qu'on était déjà le 17, aujourd'hui on est le 18 août, et que j'avais pas beaucoup avancé dans mes challenges. Donc je me suis dit, tant pis pour la pile à lire que j'avais prévue au départ, je vais essayer de compléter les catégories de mes challenges grâce à mes lectures de BD et manga. Ce que j'ai fait. Alors j'ai pas réussi à compléter tout le challenge, hein, l'intégralité des 2 challenges, mais j'ai quand même réussi à avancer pas mal dans certains menus, certaines catégories, donc je suis assez contente. Et je vais vous présenter tout ça maintenant. Le premier manga que j'ai lu hier donc me permet de compléter la sous-catégorie Ma jolie robe dans le menu dans ma valise du Sweet Summer Challenge de Noct. Il s'agissait de lire une romance et j'ai choisi Par-delà les étoiles de Rie Haruga. Il me semble que c'est la mangaka qui a fait Perfect World. J'espère que je dis pas de bêtises. Si c'est le cas, je vous mettrai ici qu'est-ce qu'elle a fait. Mais il me semble que c'est elle qui a fait Perfect World, ce manga dans lequel le personnage masculin est paralysé, il est en fauteuil roulant. Je trouve que les personnages ressemblent un peu aussi, donc je pense que ça doit être ça. Dans cette histoire, on va rencontrer Anna, qui entre en première année à l'université et qui essaye de se remettre d'une déception amoureuse. Elle était très très amoureuse de son
professeur particulier, on va dire, qui était lui un universitaire, ils avaient 12 années d'écart à peu près, et elle vient de découvrir qu'il va se marier, donc elle est assez triste, hein, elle est un peu déprimée, même si depuis le départ elle savait que ça le ferait jamais entre eux à cause de la différence d'âge. Elle arrive à l'université et elle va intégrer le club d'astronomie. Et donc ce jeune homme là c'est le président du club d'astronomie, et bah voilà, vous vous doutez bien que il va se nouer une jolie relation entre ces deux-là. C'est un one-shot, j'ai beaucoup aimé ce manga, voilà. Ça prend un peu son temps, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé les thématiques qui sont abordées. On parle vraiment beaucoup d'astronomie et j'ai trouvé ça vraiment chouette, j'ai appris des choses. Il y a aussi une relation adultérine dans cette histoire. Alors, rien à voir avec les personnages principaux, c'est par rapport à un personnage secondaire, mais j'ai trouvé ça intéressant, la façon dont c'était mis en avant et la répercussion que ça peut avoir sur les personnages secondaires, justement. Même si, comme vous devez le savoir maintenant, c'est le genre de truc qui m'agace profondément. Mais c'est pas grave, j'ai réussi à passer outre, c'était bien raconté, j'ai trouvé. Donc voilà. C'était sympa, c'était très vite lu, voilà, c'est un one-shot, donc pas de nouvelles séries commencées, donc ça c'est plutôt cool, et bah, ça me permet de compléter une catégorie, donc c'est chouette aussi. Ensuite, pour compléter la sous-catégorie 16h, pétanque et Ricard, du menu programme du jour, donc le menu 2 du Sweet Summer Challenge de Noct, il fallait lire un roman qui parlait de sport, ou bien un roman dont le personnage principal était un homme adulte. J'ai lu Le vieil homme et son chat, le tome 1, donc Le vieil homme et son chat n'ont plus peur de rien, de Nekomaki aux éditions Casterman. J'ai oublié de vous dire que Par-delà les étoiles, c'est chez, ben, je sais pas, Akata. Voilà, désolée. Ce truc-là, c'était génial. Oh là là, j'ai adoré, c'est tellement beau, c'est poétique, c'est attendrissant. Regardez-moi ça, les dessins, enfin, c'est vraiment... Bon, je mets pas ma main au bon endroit, évidemment, mais c'est tellement mignon. J'ai adoré. On va suivre les aventures d'un petit vieux qui a perdu sa femme il y a 2 ans et qui a un chat qui est juste trop drôle. Il s'appelle Tama, le chat. C'est un mâle qui a une dizaine d'années. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chou. Ça m'a beaucoup fait penser à mon grand-père qui est décédé en avril. Oui, en avril, c'est ça. Voilà, donc c'était vraiment, vraiment mignon. Il n'avait pas de chat, mon grand-père, hein, mais voilà, le petit vieux veuf chou, voilà, c'était vraiment... C'était génial. Franchement, j'ai vraiment adoré ce tome. Je lirai le tome 2 sans hésitation. Je me demande même si je vais pas me les acheter parce que c'était voilà, c'était vraiment beau. Je vous le conseille de tout cœur. Ensuite, j'ai lu le 4e et dernier tome de la série Le Souffle-Vent de Mélandoris et Xavier Colette. Il s'appelle Is Horizon et c'est chez Delcourt. Je crois pas qu'il y ait de collection particulière. Ça faisait très longtemps que j'avais lu les 3 premiers tomes. Et j'avais presque même renoncé à lire le tome 4, puisqu'à chaque fois il était emprunté à la médiathèque, donc c'était un peu gonflant. Finalement, j'ai réussi à tomber dessus. Donc, cette lecture me permet, j'ai mon cahier sous les yeux, hein, c'est pour ça que je ne regarde pas forcément dans la caméra, cette lecture me permet de compléter la sous-catégorie Sous l'océan, du menu Un été envoûtant, donc, et du coup ça m'a permis de compléter ce menu, je suis trop contente, j'ai réussi à faire au moins un menu en entier. Dans cette catégorie, il fallait lire un livre dans lequel il y a des créatures fantastiques et comme vous allez pouvoir le voir ici, oups, il y a un chat ailé dans cette histoire. On parle aussi de clone, mais la créature fantastique, c'est ce chat ailé qui est un personnage important et principal. On va dire c'est le personnage secondaire principal de l'histoire, donc voilà. Il s'appelle Typhon et il est vraiment chouette comme chat. Dans cette histoire, on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Colline et qui, au début du premier tome, va faire face au décès de son père, il me semble, qui était un inventeur très très célèbre et elle doit protéger absolument sa dernière invention qui s'appelle le souffle-vent et qui permet de créer des tempêtes. Parce que c'est une invention qui est extrêmement recherchée et pour lesquelles les gens sont prêts à se battre et à mourir. Et voilà, en gros, ça va être un peu ça l'histoire. Elle qui va devoir essayer de protéger à tout prix cette invention, qui va essayer d'en déposer le brevet, et une fois que c'est fait, malheureusement, elle va être capturée. Et donc dans le tome 4, on va suivre ses amis qui vont essayer de la délivrer et d'arrêter une fois pour toutes les méchants.
ça se termine comme ça l'histoire, je vous dis pas s'ils réussissent ou pas, enfin bon. C'était vraiment chouette et non seulement ça me permet de remplir cette sous-catégorie, mais en plus, il y a une carte dans cet ouvrage, ce qui fait que j'ai réussi du coup à compléter mon épreuve de... Je vais y arriver. Histoire de la magie. Pour mes aspics, donc les newts. J'ai du mal, hein. J'ai franchement du mal, j'ai très chaud. C'est la première lecture que j'ai réussi à faire pour le Magical Readathon du mois d'août, donc pour les newts, les aspics. Et le problème, c'est qu'elle compte pas vraiment pour l'instant cette lecture, puisque avant de faire ma lecture et de valider ma lecture pour ma note effort exceptionnel en histoire de la magie, il faut déjà que je valide ma lecture pour ma note acceptable en histoire de la magie. Et pour ça, je dois lire un livre de fantasy. Je devrais y arriver dans les BD et mangas que j'ai empruntés. Manga peut-être pas, mais dans les BD, il y en a au moins une qui devrait rentrer dans cette catégorie, donc ça devrait le faire. Donc, je l'ai lu, mais pour l'instant, je ne peux pas vraiment la valider. Voilà. Donc, c'était pour ma note effort exceptionnel en histoire de la magie. Il fallait lire un livre dans lequel il y avait une carte, ce qui est le cas, comme je vous l'ai montré. Donc, voilà, c'est fait, mais pas validé. Vous avez compris? Bon. En tout cas, c'était une chouette lecture, ça me permet de compléter aussi une série, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, si vous ne connaissez pas encore cette histoire, je vous la conseille. C'était vraiment sympa et j'aime beaucoup le graphisme, je trouve que les dessins sont vraiment chouettes. Alors, est-ce que je vais réussir à vous trouver... Voilà. Je trouve ça vraiment, vraiment bien fait. Voilà, c'était une histoire relativement courte puisqu'il n'y a que 4 tomes et voilà, franchement c'était super sympa. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes d'un vieux manga qui me permet du coup de compléter la sous-catégorie Souvenirs d'antan du menu, oh non, pas la rentrée, du Sweet Summer Challenge de Noct, puisqu'il fallait lire un livre qui a été publié il y a au moins 10 ans. Et j'ai lu les 2 premiers tomes d'Emma de Kaoru Mori aux éditions Kurokawa. Et du coup, le premier tome a été édité en début 2007 ou fin 2006, ce qui fait plus de 10 ans, donc ça colle. J'ai adoré ce manga, je veux absolument découvrir la suite. Je crois que c'est une série qui est terminée en... Alors là, ils disent 7, mais sur Livre Addict, je crois qu'il y a une dizaine de tomes, c'est bizarre. Faudra que je revérifie. En tout cas, derrière, c'est écrit 7, donc on verra. Dans cette histoire, on va suivre donc Emma, qui est la domestique d'une vieille dame. Cette vieille dame. Voilà. Et en fait, Emma, on ne sait pas trop d'où elle vient au départ. Ça se passe à Londres à la fin du 19e siècle. Et elle a énormément de prétendants. C'est une très jolie fille. Voilà, elle est réservée, timide. Elle connaît son rang. Elle sait rester à sa place. Elle fait très très bien son travail. Et tous les garçons tombent amoureux d'elle parce que bah voilà, elle est jolie, elle est droite dans ses bottes, elle est simple. Mais elle les éconduit tous. Et au début du premier tome, on a un jeune homme qui va arriver, un jeune homme de bonne famille, qui, il semblerait, ne la laisse pas indifférente. Et on va suivre un petit peu les aventures de ce personnage. La fin du tome 2 me fait très peur pour la suite, mais du coup j'ai trop hâte d'avoir les tomes suivants parce que c'était vraiment une belle histoire. J'adore cette ambiance, vous le savez, moi, de toute façon, la Régence, c'est une période que j'adore. Les costumes sont superbes. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et Kaoru Mori, c'est la mangaka qui a fait Bright Stories. Donc voilà, pareil, si vous ne connaissez pas Bright Stories, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que bah, c'est tout aussi génial que ça. Et le dernier livre dont je vais vous parler dans cette update lecture, c'est Our Dining Table de Ori Mita aux éditions Taifu Comics. Comics peut-être pas, mais Taifu en tout cas. Si, Taifu Comics dans la collection Yaoi. Pour rappel, Yaoi, c'est un manga dans lequel il y a une relation amoureuse entre 2 hommes. J'avais plus ou moins occulté ce détail quand j'ai emprunté ce manga. Il me semblait m'en souvenir, mais en le commençant, j'ai commencé à douter en fait, parce que ça commence pas forcément sous ces auspices-là. Cette lecture me permet de remplir la sous-catégorie 13 heures barbecue du menu 2, donc programme du jour du Sweet Summer Challenge de Noct. J'ai dit beaucoup de fois cette phrase dans cette vidéo, mais bon,
tant mieux, hein, ça me permet vraiment de compléter ce challenge parce que j'étais vraiment à la bourre. Pour cette sous-catégorie, il fallait lire un livre qui parle de nourriture et bah voilà, Our Dining Table. On va rencontrer Yutaka qui est un jeune homme assez introverti et qui mange tous les midis tout seul dans la boîte où il travaille. Voilà, il s'isole toujours pour le repas du midi et il mange tout seul. Et un jour, il va rencontrer Minoru et Tane qui sont deux frères. Donc Minoru c'est le grand et Tane c'est le petit. Et de fil en aiguille, il va se retrouver à être invité chez eux pour leur faire des onigiri parce que Tane lui a piqué son onigiri un midi et il a trouvé ça tellement bon que Minoru, qui essaye de lui faire à manger tant bien que mal parce qu'en fait leur maman est décédée, du coup ils vivent tous les deux avec leur père qui en gros fait des ramen à tous les repas parce que bah, c'est simple, c'est pas cher et on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, y compris les restes et les vieux trucs, donc voilà. Il leur fait ce genre de plat et ils en ont un peu marre. Et Tane est assez difficile comme petit garçon au niveau de la nourriture et du coup ben voilà, Minoru invite Yutaka, j'allais dire Yukata mais non, Yutaka, parce qu'en fait Tane appelle Yutaka Yukata pendant toute l'histoire, donc Yukata c'est les kimonos qu'ils mettent pour les cérémonies et les fêtes, et il l'appelle comme ça, alors qu'en fait c'est pas Yukata, c'est Yutaka. Bref, c'était adorable comme histoire, voilà, donc on parle beaucoup de nourriture forcément puisqu'ils vont se retrouver toujours autour de la nourriture et la relation qui va se mettre en place, du coup c'est un yaoi, hein, donc forcément il y a une relation entre deux personnages masculins, donc on se doute que ce sera entre Minoru et Yutaka. Je vais y arriver. C'est lent à se mettre en place mais c'est tellement beau, c'est tellement touchant leur relation, on sent qu'ils se rapprochent petit à petit, que c'est Tane qui au début fait en sorte que Yutaka ait envie de retourner les voir, mais de plus en plus il se rapproche de Minoru aussi. Yutaka a un passé familial pas évident, bon, je vais pas vous dire pourquoi parce qu'on l'apprend pas tout de suite, donc je préfère vous laisser découvrir, mais c'était mignon, c'était touchant. Il n'y a pas de scène de sexe dans ce manga contrairement à beaucoup de yaoi, c'est juste poétique, c'est juste beau et je l'ai vraiment beaucoup aimé et du coup je pense que je me l'achèterai pour pouvoir le relire. Donc, pour faire un petit peu le bilan au niveau de mes challenges pour l'instant, on est le 18 août et il me manque une catégorie à remplir dans le menu, dans ma valise du Sweet Summer Challenge. Je vais commencer par le Sweet Summer Challenge. C'est mon passeport et là il faut lire un livre qui se déroule en Espagne. J'en avais emprunté un à la médiathèque mais en fait j'avais pas envie de le lire. Je l'avais emprunté sur les conseils d'une d'entre vous, je crois. C'était Marina de Luis Carlos Zafón, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Carlos Luis Zafón, je ne sais plus, désolée. Mais finalement, voilà, c'était pas une des lectures qui me tentait le plus. Et je me suis rendu compte que dans une wishlist précédente, il y a un des livres que j'avais mis qui se déroule en Espagne. C'est Les larmes de Shiva, je me souviens plus de l'auteur. C'est un roman assez court, mais je ne l'ai pas en ma possession pour l'instant. Donc peut-être que je pourrais éventuellement le trouver pour l'emprunter en médiathèque d'ici la fin du mois, ou bien que je pourrais essayer de l'acheter en version numérique. Je vais voir, mais c'est pas une catégorie dont je vais faire une priorité parce que pour l'instant, j'ai pas accès directement à ce titre. Ensuite, dans le menu programme du jour, il me reste la catégorie 10 heures randonnée pour laquelle je dois lire un livre de nature writing. J'avais prévu de lire Wicked Like a Wildfire, le premier tome de Hibiscus d'auteur de Lana Popovic. Je ne sais pas si je vais réussir à lire ce titre parce qu'il est assez balèze et surtout c'est en anglais. Donc ça va me prendre... c'est pas que ça va être compliqué à lire, c'est juste que ça va me prendre un peu plus de temps qu'une lecture en VF, on va dire. J'arriverai peut-être à caser un autre titre, je pense notamment à une BD que j'ai empruntée hier qui s'appelle Rats et les animaux moches. Et là on est sur une histoire qui va se dérouler, les animaux sont les personnages principaux et du coup ça va forcément se dérouler dans la forêt je crois. Peut-être que ça peut rentrer dans cette catégorie. Et je suis en train de lire la catégorie donc 21h feu de camp, dans lequel il fallait lire un titre avec une bande d'amis. Et j'avais prévu de lire Miss Peregrine, mais en fait j'ai commencé Harry Potter en VO. Du coup je vais inclure cette lecture dans cette catégorie, je pense que ça rentre tout à fait dedans. Le menu 3, un été envoûtant, c'est fait. Voilà, j'ai lu Le Dieu Oiseau, Ronce Blanche et Rose Rouge, Rouille et Le Souffle Vent, qui rentrent dans les 4 catégories. Pour le 4e menu, et donc le dernier menu, il me reste 2 lectures à faire. Il me reste la liste des fournitures scolaires pour lequel je dois lire un classique ou un essai. J'avais prévu de lire 110 tons de Jane Austen au départ. Peut-être que je vais changer pour Carmilla, que j'ai emprunté hier à la médiathèque. C'est une version illustrée.
Mais c'est pas sûr parce qu'il y a quand même pas mal de textes et Sans dit-on est assez court, je crois. Je sais pas où il est. Ouais. Peut-être que je dirais quand même finalement Sans dit-on. Et le dernier qui me reste à lire, c'est la catégorie pupitre poussiéreux pour laquelle je dois lire une relique de Mappal. Et là, j'ai prévu de lire donc Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, le tome 1, étiquette et espionnage de Gail Carriger. Et je pense que c'est celui-là que je vais lire parce que des reliques de Mappal plus vieilles que celle-là, il n'y en a que 3. Il y a un tome d'Hercule Poirot qui n'est pas celui auquel j'en suis dans l'ordre des lectures des titres de cette série, donc je pourrais pas lire celui-là. Il y a Dreamology, mais je suis pas sûre que j'ai envie de le lire pour l'instant. Sauf si il est plus court et écrit plus gros. Peut-être que ça me permettrait d'aller plus vite, on verra. Et l'autre, c'est La promesse des ténèbres de Chatham. Et vous savez que j'ai énormément de mal avec ce titre. Pour l'instant, je le commence, mais jamais j'arrive au bout. C'est difficile. Ça, c'est pour le Sweet Summer Challenge. Et pour le... du coup, ma pile à lire de juillet, j'avais réussi à la compléter puisque c'était les finalistes du PIB. Et du coup, pour ma pile à lire d'août, qui était composée des titres du Readathon, donc du Magical Readathon pour les Newts, les aspics. Pour les buses, j'ai réussi à tout lire, même si le dernier était à cheval sur août, mais au moins c'est fait, j'ai réussi à lire tous les titres pour mes buses. Par contre, pour les aspics, ça va être chaud. Ça va être très très chaud parce que j'en ai lu un et il m'en reste encore 1, 2, 3, 4, 5. 5 à lire, plus un 6e que je suis en train de lire, donc c'est Harry Potter, qui va rentrer dans une de mes épreuves, mais il me restera quand même 5 après. Autant que faire se peut, je vais essayer à nouveau de faire entrer des mangas dans ces catégories, mais ça va être compliqué parce qu'il y en a un, c'est un titre qui est dans ma palle depuis des années, que je dois lire. Donc, à part, si, je vais peut-être le coupler avec la catégorie, pareil, relique de Mappal. Ça me permettra d'en lire un au lieu de 2. Le premier livre de Mappal qui me vient à l'esprit, je vais être obligée de lire aussi un de ceux qui sont présents dans Mappal et pas un de ceux que j'ai emprunté hier, normalement. La fantasy, ça j'ai dit que ça devait être bon. Un livre recommandé par un ami, je pourrais pas lire un manga ou une BD, ça c'est clair. J'avais prévu de lire Oraison, mais... Oh, purée, je suis désolée, mais j'ai tellement de mal avec ce titre. Enfin, j'ai pas envie de retourner dedans, en fait. Du coup, je me demande si je vais pas plutôt lire un Aurélie Valogne, le tout premier Aurélie Valogne, que ma mère a adoré et que, voilà, qu'elle me conseille régulièrement de découvrir cette autrice, en fait. Donc, je pense que je vais peut-être plutôt m'orienter là-dessus. C'est assez court, ça devrait aller vite, j'espère. Un livre écrit au passé... pour les BD, les mangas, ça va être compliqué, hein, parce que c'est uniquement presque du dialogue, donc ça me paraît un peu compromis. On verra ce que je trouve. Et quoi d'autre? Et c'est tout. C'est tout parce que l'autre, je l'ai lu et le dernier, je suis en train de le lire. Donc voilà. Ça va quand même pas être facile. À mon avis, j'arriverai pas à tout lire d'ici la fin du mois parce que, comme je vous l'ai déjà dit, on est le 18 et les challenges courent jusqu'au 31. On verra. Je vais faire de mon mieux de toute façon, comme d'habitude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!